Kourosh Madani, donc de l'UPEC, et donc avec Dylan Molinier, donc aussi de l'UPEC, et disons du Synapse du LICI, dans le laboratoire images, signaux et systèmes intelligents. On va essayer de vous donner une idée aujourd'hui, d'un projet très ambitieux, parce que bon, c'était très bien d'avoir présenté justement ce gap qu'il y a entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. Et là, on espère qu'on va effectivement vers, disons, une plateforme, pas si évident que ça, donc dans un premier temps, et avec des partenaires industriels qui ont, enfin, je dirais ce mot, qui ont accepté de prendre ce risque, voilà, de passer à, disons, l'industrie 4.0. Donc, disons, on ne sait pas trop, même nous aujourd'hui, ce que ça veut dire exactement. Donc, c'est aussi donc un peu, je dirais, une réinvention ou correction de ce terme, voilà, très à la mode, mais donc ce que c'est dans la pratique et aux yeux, on va dire, des industriels européens. Donc, qu'est-ce qu'on entend donc aujourd'hui, à l'instant T, par tout cela? Eh bien, on y va. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, introduction et motivation pour ce projet qui est HyperCog ou HyperCog. Donc, voilà. Bon, ça, c'est très bien. Moi, je vais présenter une autre petite vision de l'industrie 4.0, donc par rapport au collègue qui a présenté ça aussi. Donc je dirais que je reviens pas sur les trois autres révolutions industrielles, mais la quatrième, je dirais, a été, à notre sens, c'est la cybernétisation, donc en fait, ou introduction, volonté, disons, d'introduire des systèmes cyberphysiques, donc entre le monde réel et le monde virtuel, c'est-à-dire dans l'industrie également. Donc voilà, c'est sur cet aspect qu'on va essayer donc vous montrer où on est, disons, l'état de l'art et où en sont des choses. Eh bien, on y va. Donc, voilà. Donc, en fait, le concept des systèmes cyberphysiques ou cyber physical system, c'est en fait de faire converger les deux mondes réels et virtuels par une plateforme qui fait le lien et introduit une flexibilité de l'opérabilité dans l'un et dans l'autre. Donc en fait, avec cette définition, donc dans le contexte de fabrication, une telle plateforme ou système intégrerait, il faut faire attention aux mots, parce que c'est aussi très à la mode de mettre système intelligent, outil intelligent, mais bon, voilà, on va prendre le risque de les utiliser, même si, donc aujourd'hui, cette intelligence n'est pas encore là, et on n'a pas ce mot en français, je dirais, c'est le mot en anglais smart qui conviendrait mieux, mais on n'a pas vraiment l'équivalent. Donc, agile, bon, donc smart et intelligence, c'est justement une étape qu'on essaye d'aller vers. Donc on verra, est-ce qu'on y arrive? Bon, vaste question. Et donc, moi je parlerai, et c'est le cas du projet HyperCog, donc de ces systèmes, ces cyberphysiques, avec humain dans la boucle, qu'on appelle aujourd'hui Cyber Physical Human System, où là, donc, l'homme humain est dans la boucle. C'est ce qui est le plus vrai et c'est ce qu'on voit le plus donc, en industrie
réellement. Et ben voilà, donc qu'est-ce qu'on attendrait? Eh ben, on attend bien sûr, comme cela a été dit, on va dire, automatisation et une numérisation donc de la production. On attendrait donc, par exemple, c'est le cas du projet, il y a des partenaires donc, dans ce projet qui travaillent donc, sur une flexibilisation de l'utilisation, par exemple, numérique et cyberespace, donc créer vraiment un cyberespace des interactions, y compris de la production que de la conception. Voilà. Puis après, donc, flexibilité éventuellement et personnalisation de l'outil de production et de la production. Donc voilà. Puis donc, outils de simulation et de l'optimisation, on pense à l'énergie et aux ressources, bien entendu, en premier lieu, puis un tas d'autres choses. Et ben voilà, donc qu'est-ce qu'on fait nous dans on va dire, excusez-moi un terme, dans ce bordel, voilà, dans cette affaire. Et ben voilà, donc nous, donc Synapse, disons ici, de l'UPEC, notre gagne-pain, hein, donc, est, disons, exploitation, on va dire, des mécanismes bio-inspirés pour faire, bon, on ambitionne cela, on ne sait pas si on y arrive ou non, mais donc, on ambitionne de faire des systèmes artificiels cognitifs. Bon, voilà, donc c'est pas aujourd'hui que je vais entrer dans ce que c'est donc un système artificiel cognitif, mais donc au sens des applications, donc on a des domaines privilégiés qui sont traitement de l'information complexe, donc bien sûr des problèmes industriels de taille et de complexité réelle, et puis finalement modélisation et implantation de systèmes complexes qui couvrent un certain nombre, disons, des applications comme la robotique, etc. Et dans ce cadre-là, on s'est fait confier dans le projet HyperCog ce qu'on pourrait dire la partie intelligence artificielle du projet. Voilà donc ce qu'on fait dans ce projet. Et je vais présenter très rapidement donc ce que c'est ou disons l'étendue du projet. Donc HyperCog, ambition de développer 5 points. Voilà, c'est ce qui est attendu de ce projet sur 42 mois initialement, étendu à 48 mois, donc 4 ans. Et donc, premier objectif, c'est pas un ordre, mais c'est juste, les 5 objectifs ambitionnés. Donc, un premier objectif, c'est donc le développement justement d'une plateforme de système cyberphysique qui va donc flexibiliser donc l'industrie manufacturière. Donc deuxième objectif, la mise en œuvre donc d'outils avancés d'analyse des données pour extraire la connaissance à partir des données industrielles, donc bien sûr à terme en ligne. Et donc aussi des développements d'un système d'aide à la décision qui épaulerait le temps réel et relatif, donc les opérateurs et les utilisateurs de cette plateforme cyberphysique. Et puis donc bien entendu donc quelque chose de très important qui répondrait peut-être pas partiellement à la collègue qui a posé la question, est-ce que les choses sont applicables donc, au domaine biomédical, etc. Je dirais l'un des aspects très importants, et ça c'est prévu dans le projet, c'est disons l'aspect cybersécurité, parce que je vous dis pas ce qui peut arriver si donc toute cette plateforme est
disons, piraté par nos amis russes. Donc, vous voyez, donc voilà. C'est un aspect très important, il fait partie en fait d'à peu près un quart, un cinquième du projet. Finalement, donc, élaboration de stratégies de formation, et là on est en pleine donc, de ce qui a été dit dans l'exposé précédent. Hein, donc voilà, effectivement, faut former les industriels, et cet aspect donc, dans le projet est pris en main, enfin, je veux dire plutôt confié à Estia, donc voilà, donc école française, grande école française, qui mène cet aspect exclusivement sur cet aspect de formation, donc training. Bon, très bien, voilà, donc les 14 partenaires de 7 pays, voilà, bon, répartis, le plus, on va dire, lointain, c'est la Turquie, où un industriel turc et un des développeurs donc, turcs donc, participent au projet. Donc, voilà. Alors, voilà, donc, architecture, je dirais, du projet au sens des paquets de travail ou work package. Donc, voilà, donc, s'organise, on va dire, sur 6 tâches. Hein, donc, bien sûr, le système en lui-même, dans la partie IA, donc la partie, comme j'ai dit, cybersécurité, puis après, donc, traitement, l'analyse des données, et bon, voilà, bien entendu, aussi, donc, ce qu'on appelle, donc, soutenabilité du projet, et puis, avec, donc, une couche de développeurs, et puis les 3 industriels, donc l'un est en Espagne, qui est une aciérie, hein, donc voilà, donc production de l'acier et des aciers spéciaux. L'autre est donc chimique, qui, disons, extrait des terres rares, donc voilà, donc c'est Solvay à La Rochelle, et le 3e, donc, turc, qui est donc un cimentier. Voilà, un très important cimentier, voilà. Et donc, comme je dis, voilà, donc sur 48 mois, ça finit donc l'année prochaine, en septembre. Voilà, donc au niveau, disons, exécutif, voilà, donc, nous, on a, donc, UPEC a, donc, le Work Package 3, qui est intitulé Knowledge Factory, donc, usine inspirée ou reposant sur la connaissance. Et donc, voilà, un budget de 7,6 millions, dont, disons, l'Europe finance à peu près 6,5 millions, voilà, de ce projet. Voilà, bon, ça c'est donc ampleur du projet, et puis bon, là maintenant, Dylan va vous présenter quelques, disons, aboutissements et avancées sur le Work Package. Je suis Yann Molinier, je vais vous faire la présentation un peu des aboutissements techniques, ce que nous avons développé, donc les outils. Alors, je vais être un peu technique, enfin, non, pardon, je vais être très technique, mais je vais rester quand même relativement sobre, relativement simple. L'idée, c'est de vous donner des exemples d'applications. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, de l'équipe Synapse ou de moi ou de M. Madani, évidemment. Car ces travaux-là sont, je pense, assez intéressants. Pour répondre à votre question, il me semble que c'était vous, je ne connais pas vos noms, désolé. C'était sur la transférabilité des résultats. Nos pratiques sont génériques, le plus générique possible, condition que nous avons un peu imposée par Hypercog, c'est d'être le plus générique et le plus ouvert possible. Il n'y a donc pas de restriction, en tout cas à l'heure actuelle, de connaissances liées à un use case, donc à une usine particulière. Donc, bref, ça peut être intéressant de savoir ça et de potentiellement s'inspirer de la méthodologie. Donc, tout d'abord, quels sont les problèmes qui nous ont été posés par nos partenaires industriels, que ce soit les industries de chimie, ou de ciment, donc en Turquie en France et en Turquie respectivement. L'idée, c'est très simplement que dans un système industriel complexe, il peut y avoir des événements
on va dire, inattendus. Quand vous laissez un système complexe, où il y a des milliers de possibilités, il peut très bien décider si j'aime bien le mot décider, c'est rigolo, d'évoluer de manière différente, non voulue. Par exemple, on a un process qui peut s'engendrer, la chimie, ce sont des usines chimiques, donc vous avez des nouvelles réactions qui peuvent se produire, car nous n'avons pas un contrôle total sur les réactions, donc il peut y avoir des phénomènes nouveaux qui se produisent. Le but, c'est d'avoir un contrôle le plus grand contrôle qu'on puisse avoir, si on peut dire, on va avoir le meilleur contrôle qu'on puisse sur ces systèmes pour éviter ces phénomènes, j'appellerais presque ça des artefacts, j'aime bien le mot, c'est pour ça. Voilà, c'est d'éviter ce genre de phénomène perturbateur. Et pour ce faire, il faut pouvoir définir ce que c'est le comportement normal du système et le comportement anormal. Une solution très simple que j'aime pas spécialement parce que c'est trop facile, c'est trop générique et c'est surtout pas toujours vrai, c'est de fixer des limites hautes et basses d'un système. Par exemple, vous voulez avoir une solution aqueuse, comme je vous rappelle c'est de la chimie, donc je vous donne un exemple chimique. Vous voulez avoir une solution aqueuse qui doit être acide, donc il doit avoir un pH compris entre 4 et 5 par exemple. Si jamais le pH est à 6, c'est que vous avez un problème, tout simplement. Donc l'idée c'est de pouvoir modéliser l'évolution du système complexe, et d'essayer d'éviter de sortir le plus possible de ce garde-fou, de ces intervalles de valeur. Et si jamais on commence à arriver sur des zones un petit peu limites, ça veut dire que le système a potentiellement dérivé, il y a un phénomène qui se produit. Il s'agit donc de l'identifier par un outil d'aide à la décision, comme vous avez parlé juste précédemment, afin de proposer un set de commandes, des actions utilisateurs, pour permettre de le compenser avant que l'événement n'arrive et ne soit trop grave et conduise par exemple à une extinction du système pour pouvoir avoir une maintenance ou une intervention manuelle lourde et coûteuse en temps et en énergie et en argent en fait. Donc une solution que nous avons proposée, c'est d'appliquer l'identification comportementale du système. Alors un système, en fait, un système complexe, dynamique, réel, peut être défini par deux états fondamentaux. Très simple, hein, on-off. Voilà. Vous prenez n'importe quel système, un ordinateur, il est allumé, il est éteint. Bon, jusque-là, extraordinaire. Mais il y a beaucoup d'autres phénomènes intermédiaires, il y a beaucoup d'autres états intermédiaires. Par exemple, la mise sous tension ou l'extinction du système et finalement les anomalies. Tous ces états relativement réguliers, nous les appelons des comportements. Car le comportement du système, être allumé, être éteint, ce sont bel et bien des comportements du système que l'on veut définir. Je vous rappelle que l'idée de ces outils, on va revenir là, c'est que nous avons des données, des time series, donc des séries temporelles sur lesquelles nous n'avons aucune connaissance, aucune information, et le but est de pouvoir déterminer de manière le plus automatisée possible ce qu'est l'état normal du système et, par extension, ce qu'est une anomalie. On pourrait définir une anomalie comme étant n'importe quel état qui n'est pas l'état normal. Simple, mais relativement pertinent. Donc une solution, c'est de définir les états normaux, donc les comportements du système, par différents outils dont je vais parler succinctement derrière, et ensuite de créer des modèles locaux représentant chaque état de manière indépendante, modélisant chaque état de manière indépendante, et à la fin, de permettre de modéliser un système complexe comme étant une combinaison plus ou moins complexe des états du système. Voilà. C'est l'idée d'un multimodèle, qu'on appelle un multimodèle dans le jargon du machine learning. Oui, tout à fait, machine learning. L'idée ensuite, c'est de permettre de faire de la modélisation, de la prédiction et, si possible, du contrôle et de la commande grâce à ces outils qui ont été développés au fur et à mesure. Donc, comme je vous ai parlé un petit peu des états, l'idée, une solution que nous avons proposée dans Hypercog, qui a été discutée avec les partenaires, testée, validée pendant des mois, ça peut dire. L'idée, c'est vraiment de tester l'identification automatisée des comportements. Or, qu'est-ce qu'un comportement? C'est un état normal. Entre guillemets. Je fais toujours attention avec les mots, comme normal. Dans tous les cas, si nous prenons un système complexe, un ordinateur par exemple, l'ordinateur, il va souvent être dans un état éteint ou allumé. La majorité du temps, si nous pouvons faire un contrôle de ces capteurs, n'importe quel capteur de température, eh bien, il va souvent être à peu près dans une température liée à 0 degré s'il est éteint, ou 10 degrés, enfin peu importe, plutôt 20 degrés, mais on s'en fiche de la valeur exacte, et peut-être 50 degrés lorsqu'il sera en train de fonctionner, son processeur par exemple, en régime normal. Résultat, vous aurez beaucoup de données dans ces deux intervalles de valeur. Beaucoup de données autour de 0 degré, et 20 degrés, et beaucoup de données autour de 50 degrés. Vous aurez donc des groupes compacts qui vont apparaître, et vous aurez bien évidemment des données éparses qui vont apparaître par-ci par-là à cause des états intermédiaires. Or,
Ça, c'est quoi? Ce sont des groupes compacts que nous pouvons déterminer de façon évidente lorsque nous sommes des humains. Par exemple, là, nous avons la valeur 15 degrés, la valeur 0 degré. On s'en fiche des unités, des dimensions, c'est juste pour donner un ordre d'idée. En tant qu'humain, je sais que là, il y a un groupe unique, donc un groupe de données clair, que je peux assimiler à un comportement, là aussi, etc. Mais une machine n'est pas aussi intelligente. Ça serait bien triste. Ou pas, j'en sais rien. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'essayer de déterminer de manière le plus automatisée possible ces différents états à l'aide d'outils que j'oserais appeler intelligents, cognitifs. Mettez le mot que vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'automatiser le plus possible l'identification des différents groupes compacts de données que nous pouvons assumer par l'hypothèse que je viens juste de faire à des comportements réguliers. Donc, nous avons testé plusieurs méthodes de clusterisation. Ça, c'est le rôle justement de partitionnement de données de façon compacte. Nous avons testé plusieurs méthodes, les K-means, les K-means, les cartes de Cohen, le Trilac Divide to Simplify, qui est une méthode qui a été développée par le laboratoire LICI. Non, c'était pas LICI, c'était lequel? C'était avant LICI. Oui, bon, on va dire le LICI. Restructuration, c'est compliqué. Donc voilà, c'était une méthode qui a été proposée par le LICI il y a quelques années, qui est une méthode de décomposition hiérarchique, qui permet en fait, qui a l'avantage de ne nécessiter aucun métaparamètre. Je vais passer les détails parce que c'est très intelligent, très facile, l'idée est vraiment très maligne, mais très simple à mettre en œuvre, ironiquement, mais un peu complexe, donc je ne vais pas rentrer les détails. Dans tous les cas, nous avons également proposé une nouvelle méthode, qui est ce que nous avons appelé la Bi-Level Self-Organizing Map, donc une évolution des cartes de Cohen dans le cadre d'Hypercog. Ça fait l'objet d'une conférence en Lisbonne en juillet. C'est intéressant. C'est joli, Lisbonne. Il fait chaud par contre. Donc voilà, vous avez une carte de Cohen. Le problème des cartes de Cohen et de toute l'initialisation, toutes les méthodes de clusterisation non supervisées, c'est qu'en général, l'initialisation est automatique. Vous n'avez donc pas ou peu de contrôle sur les résultats finaux. 2 itérations vont vous donner des résultats potentiellement différents. Mais le problème avec le non supervisé, le data mining, c'est que vous ne pouvez pas, en tant qu'utilisateur aveugle, blind user, vous ne pouvez pas dire cette méthode, cette clusterisation est meilleure que celle-ci. C'est arbitraire en fait. Et en vérité, pour avoir testé, il y a souvent plusieurs manières de partitionner un état, un système, un ensemble de données, un espace de fonctionnement. Et plusieurs solutions sont convenables et donnent de bons résultats. Et c'est justement tout le défi que nous proposons, que nous pose Hypercog, en fait, justement. Nous avons proposé une méthode un peu statistique, qui est une projection de carte de Cohen dans une carte de Cohen, d'où la notion de niveau, bi-level. C'est une projection qui permet de moyenner, un peu de manière statistique, les cartes, qui fonctionnent vraiment très bien. Ça donne de très bons résultats, paradoxalement, pour une amélioration, somme toute, assez élémentaire. C'était mon idée, donc j'étais un peu fier de ça. Voilà. Il faut être fier de ces idées. Donc voilà. Donc c'était juste une projection des cartes dans d'autres cartes, ce qui donne de bons résultats. Et franchement, ça permet de linéariser. Donc là, nous avons un exemple un peu concret. Je ne vais pas rentrer en détail. C'est un peu technique. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de à quoi peut ressembler des séries temporelles industrielles proposées donc, par notre partenaire Hypercog, l'usine chimique en France. Nous avons des données, donc des séries temporelles sur 2 capteurs différents. Et chaque méthode de clusterisation donne des résultats, somme toute, différents. Mais bon, il y a des ressemblances, il y a des différences. Et en fait, en s'intéressant aux résultats, aux clusters obtenus par clusterisation automatique, et en comparant ça à la réalité, aux espaces de fonctionnement et aux discussions que nous avons avec les experts industriels, nous nous rendons compte qu'il y a une véritable réalité derrière ces résultats. Exemple, le cluster orange ici et les clusters bleus là représentent l'état shutdown, donc l'état quand l'usine est éteinte. Donc, par clusterisation par ces différentes méthodes, bon, les K-means, ça va être un peu compliqué. Ça marche jamais très bien les K-means. C'est juste parce qu'il faut bien le faire, c'est la référence. Même si j'aime pas les K-means. Résultat, nous avons obtenu donc des clusterisations, des partitionnements représentatifs de la réalité, qui a fait l'objet d'une discussion, une très longue discussion dans un bon journal d'ailleurs, pour l'anecdote. Et c'est vraiment une nouvelle voie vers l'identification comportementale des systèmes industriels par apprentissage non supervisé, qui est la clusterisation. Donc là, c'est vraiment un exemple des comportements identifiés par SOM et BSOM, donc Self-Organizing Map et BSOM. Un peu la comparaison, bon, je ne vais pas vraiment rentrer en détail de nouveau, mais c'est vraiment pour vous donner de jolies couleurs, c'est joli. L'idée, c'est vraiment de dire que nous avons les comportements objectifs qui ont été manuellement labellisés par nous, en fait, par nos soins. Et nous avons comparé le nombre de fois où un comportement a été isolé une fois, 2 fois ou 3 fois, a été isolé en un seul cluster ou a été découpé en plusieurs clusters.
par les différentes méthodes, et nous nous rendons compte que globalement, cette méthode-là, donc la méthode statistique que nous avons développée, donne de meilleurs résultats. Elle identifie de manière plus fréquente et de manière plus précise les différents comportements objectifs, de manière non supervisée, je le rappelle, c'est vraiment ça la clé de ces travaux, de cette base de données issue de séries temporelles issues de l'industrie 4.0, d'une véritable industrie de chimie industrielle. Voilà. Ensuite, bon, je vais passer les détails parce que ça c'est intéressant, mais encore une fois, nous sommes sur l'idée du data mining, de l'apprentissage non supervisé. Donc il faut toujours se poser la question de savoir comment définir un cluster. Ok, nous avons obtenu des partitionnements, de jolies cartes, de jolies couleurs, c'est magnifique, mais parfois c'est représentatif ou pas représentatif. Je vous rappelle que nous n'avons pas ou peu de connaissances sur les différents outils. Nous n'avons pas si globalement nous allons pouvoir dire que ce cluster-là est représentatif d'un état réel ou non. Donc il nous faut des métriques que nous avons récupérées par exemple de l'état de l'art, comme les coefficients silhouettes et d'autres que nous avons utilisés. Et nous avons proposé notre propre métrique qui est une nouvelle définition de la notion de densité automatisée d'un espace, basée sur les hypervolumes, les hypersphères. Bon, très intéressant, mais un peu technique. Il y a de belles équations, c'est joli. Mais bon, voilà. De nouveau, ça fait l'objet d'une publication. Je trouve ça intéressant pour vraiment montrer que Hypercog est aussi un projet de recherche industriel avec des applications pratiques, mais il y a aussi vraiment une notion de recherche. Et donc, nous avons proposé donc, des métriques que nous avons finalement... bon, là, ces résultats... je passe parce que... Faute de temps, je crois que je vais passer un petit peu. C'est surtout ça qui m'intéresse. Nous avons également fait donc, le tour des différentes métriques qui ont été développées et proposées par nos soins, donc une sorte de review. Et nous avons créé une hiérarchie, de nouveau dans un autre article. Ouais, on n'arrête pas d'écrire. Donc voilà, une hiérarchie des métriques pour pouvoir déterminer de manière automatisée, full automatique, donc full unsupervised, si un cluster est problématique ou pas. Je résume en clair ce qui a été fait jusqu'à présent sur cette partie-là, l'identification comportementale. On a une base de données dont on ne connaît rien, on la clusterise de manière non supervisée grâce à des méthodes elles-mêmes non supervisées, et enfin on valide grâce à ces différentes métriques et une hiérarchie des différentes métriques qui ont été développées. Ça nous permet de savoir à la fin si les clusters sont représentatifs des états, et par état j'entends comportement réel du système. Ne vous inquiétez pas, on n'est qu'à la moitié. Je vais aller plus vite, mais c'est mon côté. La deuxième étape de ces travaux-là, c'est la modélisation. Je vois les têtes qui commencent à fatiguer. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un peu technique. Je le dis, c'est un peu aride. Mais bon, ça va, c'est facile. C'est facile, non? Bon. Donc, la modélisation, une fois que nous avons réussi les comportements, l'idée, c'est d'utiliser un multimodèle. Le multimodèle, comme je l'ai dit au début, c'est de pouvoir créer des modèles locaux. Et par modèle local, j'entends ici modélisation des différents comportements du système. Je vous rappelle que la clusterisation nous a donné des états qui sont assimilés maintenant à des comportements. Ce faisant, grâce à ces différents comportements, nous pouvons estimer, comment dire ça, tourner différemment. L'idée, c'est vraiment de chercher à définir l'état actuel ou futur du système comme étant une combinaison plus ou moins complexe des états passés et possibles et probables du système, d'où l'étape d'identification comportementale en amont. Pour ce faire, nous sommes passés par de l'interpolation polynomiale sur les différents clusters. Alors pourquoi je voulais parler de l'interpolation polynomiale? Car si vous êtes un peu familier avec la notion de machine learning, vous allez me répondre pourquoi pas un réseau de neurones, pourquoi pas un MLP, classique, très efficace d'ailleurs. Le problème des MLP, c'est qu'ils sont longs, très longs. Or, comme vous l'avez dit, nous sommes sur des systèmes réels, des systèmes où nous avons un objectif temps réel, et surtout ainsi la volonté de diminuer le coût de fonctionnement, le coût d'apprentissage, le coût énergétique, le temps, coût humain, bref. Le but, nous avons aussi des objectifs de réduction de temps d'exécution, d'où cette notion d'interpolation. Nous sommes passés sur plusieurs méthodes, nous devons encore tester les MLP, c'est quand même intéressant, et au final, nous rassemblons tous ces modèles locaux, interpolés de manière locale par les différents MLP, auxquels nous adjoignons des fonctions d'appartenance, qui sont des gaussiennes, qui permettent d'actionner ou de désactiver, en fonction de l'état actuel du système, d'activer ou de désactiver les différents états locaux. En clair, si je m'explique, très simple, si nous sommes à ce niveau-là, nous avons les états du... Alors là, je suis dans l'espace temporel, donc ce n'est pas tout à fait représentatif, parce que tout ça, ça a été fait dans l'espace de fonctionnement, donc l'espace des capteurs. Mais c'est plus clair de représenter en termes temporels. Nous sommes dans cet état-là, l'état à ce niveau-là, voilà, où à l'instant 5000 minutes.
Là, la fonction d'appartenance qui a été apprise automatiquement, rouge, est à 0. La fonction verte et la orange sont à 1. En d'autres termes, ça veut dire que le modèle qui a été appris sur le cluster orange et le cluster vert vont être activés, alors que celui qui a été pris sur le modèle rouge n'a pas été activé. On multiplie les fonctions d'appartenance par les modèles par leurs fonctions d'appartenance respectives, on somme tout ça, et à la fin, nous obtenons un multimodèle qui permet de suivre l'état du système comme étant une combinaison, on va dire linéaire, en partie, des états du système, des comportements. Donc là, nous avons fait des expériences, de nombreuses expériences, de nombreux tests. Nous avons testé plusieurs versions, modélisation locale, modélisation globalisée, en prenant tout en compte. Hein. Avec l'apprentissage, là en rouge, vous avez la généralisation. Je ne vais pas rentrer en détail, même si c'est intéressant, mais encore une fois, là, je pourrais passer une demi-heure rien que sur ces slides, un peu long. L'idée, c'est vraiment de dire que grâce à cette approche, que je vous rappelle est non supervisée et parfaitement transférable d'une usine à l'autre, la seule hypothèse que vous devez avoir, c'est j'ai des séries temporelles, ce qui n'est pas une hypothèse très forte. Une hypothèse somme toute classique. Donc, grâce à cette simple hypothèse, à cette simple nous pouvons modéliser, identifier de manière automatisée le système et enfin le modéliser par multimodèle. Modélisation qui est, somme toute, semble-t-il, proche de la réalité. Bon, là, des temps d'exécution, des résultats d'apprentissage, juste pour dire que les différentes méthodes, les différentes clusterisations vont avoir des résultats différents. Donc, utiliser une bonne méthode est important. Cela dit, par cette approche vraiment, on va dire, protégée par les différentes étapes, quantification, caractérisation, découpage par multimodèle, ça permet de compenser les défauts de la clusterisation non supervisée. Car le deuxième objectif d'Hypercog, c'est aussi de créer des méthodes génériques, donc, comme je l'ai dit, mais qui doivent être efficaces et précises, et être le moins dépendantes des utilisateurs. Or, si on commence à se dire, bah oui, mais je dois chercher cette méthode-là, celle-là, 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 en plus je dois labelliser manuellement, c'est un échec. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Nous, grâce à ces outils-là, cette approche-là, c'est vraiment une volonté de faire tout automatique, la clusterisation, et les résultats sont effectivement différents, mais grâce à ces garde-fous que nous avons imposés, que nous avons créés, nous avons des résultats qui sont somme toute consistants d'une itération et d'une autre, et d'une méthode à l'autre. Enfin, ne vous inquiétez pas, c'est presque fini, parce que là, c'est pas fini en fait, cette partie-là, tout simplement. Nous avons, la prochaine étape, c'est la prédiction, utiliser les modèles développés pour se servir d'étapes transitoires pour pouvoir faire de la prédiction. Bon, vous voyez, là, ça ne marche pas du tout. Il faut être très clair, ça ne marche pas du tout. Ça prend des modèles d'apprentissage qui ne sont pas encore fonctionnels. Mais ça, c'est la prochaine étape. Et la finalité, c'est vraiment d'utiliser cette prédiction pour le contrôle et le suivi. Plutôt le suivi et le contrôle. Le suivi, on a la modélisation, donc ça fonctionne. Comme je l'ai montré, ça fonctionne plutôt bien. Mais le contrôle, c'est pouvoir permettre de prédire l'état futur d'un système, encore une fois, comme étant combinaison linéaire des états précédents, et de déterminer si une anomalie va se produire bientôt. Si c'est le cas, par système de support à la décision, on voudrait, c'est notre objectif final dans l'Hypercog, proposer un set de commandes à l'utilisateur, bien évidemment qu'il y aura le choix ou non de l'appliquer, mais ça c'est un autre débat. C'est toujours du pas semi-supervisé, des semi... voilà, on veut que l'utilisateur soit encore dans la boucle. Ça c'est aussi une question dans l'industrie 4.0. L'utilisateur doit-il encore être dans la boucle? Nous, on veut que oui. Et ça, c'est personnel. Donc, on veut cette structure de contrôle commande est en cours. On a bon espoir de pouvoir avoir des premiers résultats dans quelques mois, d'ici 2-3 mois, je dirais, et avoir une version préliminaire dans 6 mois, un peu avant la fin du projet. Donc voilà. J'ai terminé pour cette partie-là, pour la partie technique. Vous avez survécu, bravo. Même moi, je n'ai pas trop survécu. Donc vraiment, succinctement, pour résumer, identification comportementale par clusterisation pour déterminer les états possible et vu de manière expérimentale et historique du système. Identification qui permet ensuite, par caractérisation, voilà, de modéliser le système. Et on veut se servir de tous ces travaux-là pour la prédiction et le contrôle qui va apparaître d'ici les mois qui viennent. Donc, à présent, petite conclusion super succincte du projet Hypercog. C'est un projet très ambitieux, avec un fort budget, beaucoup de partenaires. On est 14 partenaires, on discute avec les industriels, 3 usines. C'est quand même, voilà, c'est vraiment un cas concret. C'est pour ça qu'on voulait vraiment expliquer aujourd'hui le projet Hypercog, on voulait en parler, pour vraiment dire que c'était un... en fait, toujours pareil, on fait des séminaires, on fait des conférences. On a fait des conférences, hein, mais vous, je suppose que vous en avez fait beaucoup aussi. C'est toujours théorique. C'était Denis Papin, l'ingénieur qui a développé le piston à vapeur.
très grand ingénieur français. Sauf que Denis Papin, personne ne le connaît. Tout le monde connaît James Watt. Parce que Denis Papin, il a créé un bon outil, mais il n'avait pas le savoir-faire, on va dire, industriel pour pouvoir commercialiser son idée. Par contre, Edison l'avait. Il a eu l'idée de commercialiser son ampoule. Bah, nous, c'est pareil. Hypercoque, c'est des idées, mais on veut aussi une application pratique. Et c'est pour ça que j'étais un peu aride sur cette présentation, parce que je voulais vraiment vous montrer, sur des données réelles, nos outils, nos méthodes, nos idées, qu'elles ont une application concrète. Et c'est un peu prétentieux, il faut être très clair. Mais c'est la réalité. L'idée, c'est vraiment de dire que nos travaux, pour l'instant, semblent être vraiment prometteurs et ont vraiment une application concrète sur les systèmes qui ont été étudiés. Et voilà, c'était vraiment le point d'ordre que je voulais mettre. Et la dernière chose, c'est vraiment l'industrie 4.0, même si on commence à parler d'industrie 5.0, ça c'est une question de politique. Pour moi, l'industrie 4.0 est encore à ses débuts, on est encore à ses balbutiements. Avant de parler de 5.0, je pense qu'il faut déjà finir bien correctement la 4.0 et déjà définir ce que c'est que la 4.0. L'IoT, le CPS, cybersécurité, etc. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de projets qui vont voir le jour dans les années à venir, je l'espère, avec des gens intelligents et motivés. Merci beaucoup pour votre attention.